Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Spot, le podcast qui parle de géomatique de façon décontractée en prenant une bière. Avec moi, mon fidèle co-animateur, Jonathan. Ça va bien, John? Ça va très bien, merci toi. Yes, ça va, merci. Good. Et cette semaine, on reçoit Jonathan Hood de chez Corem Géospatial. Allô, Jonathan? Salut, bonjour. Ça va? Content d'être avec vous. Ah ben Enchanté, merci. Jonathan. Très cool de t'avoir à l'épisode. Jonathan, avant d'aller plus loin, avant de parler de Corem, on va s'attaquer un petit peu à toi en tant que personne. Donc, Peut-être cheers aussi avant. Ah ben oui, un petit cheers. Certainement. Cheers, santé. Fait que nous, on boit toujours des petites microbrasseries assez recherchées, je pense. Une bonne petite IPA, je pense, là, assez opaque. Sir John, très opaque. C'est bon, ça fit dans le créneau. On aime bien ça. C'est ça. Donc, Jonathan, t'es CTO de chez Corem, dans le fond, c'est Exactement. ça? OK. Puis, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde du géospatial? Tu viens de quel profil? Géomaticien, programmeur? Ouais, donc, chez Corem, on a vraiment un mix de gens qui viennent de la programmation et des gens qui viennent du géospatial, que ce soit géographie, géomatique. Donc, moi, je viens du côté informatique. Okay. Mais j'ai vraiment toujours un amour des données. Donc, quand j'étais en informatique, c'était tout ce qui était AI, tout ce qui était algorithmie de données qui m'intéressait. Donc, ça a été un peu comme la curiosité, les graphes, tous les problèmes d'algorithmie qui m'ont amené chez Corem. Okay. Puis après ça, par contamination positive, osmose, essentiellement, j'ai vraiment pris l'amour du domaine puis la connaissance du domaine. Puis un peu le chemin inverse souvent se passe avec les géographes. De nos jours, très peu de gens qui viennent de la géographie ne font aucune map de programmation. Ouais. Ça devient un peu, le bare minimum, le citizen developer. Ouais. Dans le fond, on les accompagne d'un point de vue développement, mais on a assez une grosse pratique des deux côtés pour avoir un croisement et puis avoir vraiment des beaux profils. C'est cool. Qui se mélangent les deux. C'est intéressant ce que tu dis là, puis je veux juste faire un peu de chemin, puis je vais revenir à ton profil après, mais je me demande, avez-vous plus de programmeurs qui vont vers la géomatique ou plus de géomaticiens qui programment? Ça ressemble à quoi à peu près? Je dirais que de base, tout ce qu'on fait a une dimension géographie ou géomatique, donc automatiquement, tous nos développeurs de formation vont finir par faire beaucoup passionnément de traitement géospatial. Ceci étant dit, plus ça va, plus on a vraiment de gens qui viennent du génie géomatique, qui, eux, viennent déjà avec un bout de profil de programmation, un bout de profil du côté géomatique. Donc, c'est plus facile pour eux, essentiellement, de choisir entre la spécialisation développement full stack versus développement traitement de données ou même disons le Process Engineering là, qui est une autre branche chez nous. Donc on a vraiment un peu des deux. Je dirais notre masse critique de mouvement est un peu plus du côté programmation qui s'en va du côté géographie. OK. Puis, mais tu sais, toi, tu viens de Québec, c'est ça? Moi, je viens de Québec. OK. Mais c'est ça. Mais à Québec, c'est comme une pépinière aussi du génie géomatique un peu. Donc, c'est le seul endroit où ça se donne au Québec, le génie géomatique, non? Oui, il y a certaines variantes au niveau géomatique, disons à Sherbrooke, mais disons pour vraiment le génie géomatique lui-même, c'est vraiment à Laval. Puis justement, on avait on a collaboré avec Stéphane Roche, entre autres, là, pour vraiment aligner nos besoins, vraiment mieux comprendre comment les formations étaient données, donner du feedback sur ce que nous, on voit dans l'industrie. Là, parce que l'industrie est quand même en train de changer beaucoup, justement. Disons, il y a 5 ans, un géographe de formation allait faire du traitement manuel dans ArcGIS ou dans MapInfo. De nos jours, à peu près tout le monde doit connaître un minimum de programmation. Donc, un peu plus... mieux connaître les données aussi, qui prennent vraiment beaucoup de place là, dans notre domaine. Puis, c'est quoi le défi? Ouais, j'ai deux bonnes questions. C'est quoi le défi, selon toi, pour un géographe pour passer de l'autre bord? Et vice-versa. Mettons d'un... C'est plus facile pour un programmeur de Non, passer, c'est pas ça ma question. Pour chacun d'eux. OK. Mettons, pour l'informaticien, souvent, c'est quoi le défi? Parce que, tu sais, je veux dire, chaque personne rencontre ses propres défis. Mais pour
la personne plus du côté informatique, le défi de passer de l'autre bord et vice-versa. Genre. Disons, avec mon parcours qui était du côté initialement informatique vers géographie, je peux moins parler de de ça sûrement. Ouais, de ce sens-là, je dirais, c'est surtout de la curiosité, de l'intérêt, puis ça, quand on a la chance d'avoir des clients qui ont des problèmes complexes, vraiment de l'écouter, essayer de comprendre comment ils expriment les besoins dans leur langage, puis comment ça se traduit au niveau géospatial. Fait que, souvent, c'est plus la curiosité, collaborer avec des gens qui sont spécialistes là-dedans, côté formation. Mais pour le reste, je considère que c'est relativement, disons, naturel. Pour un programmeur, de penser géomatique, c'est pas extraordinaire, selon moi. Ça prend vraiment juste l'intérêt de le faire. De l'autre côté, pour le géographe, c'est la structure de programmation, la mentalité d'automatisation qui, elle, n'est pas toujours naturelle. C'est là que l'osmose inverse, donc avoir des gens qui peuvent les chapeauter dans les bonnes pratiques, le tooling de développement. Donc ça, c'est un des trucs qui est assez important chez nous. Puis au fait, en tant que CTO, donc j'ai été développeur, architecte pendant un bon bout de temps, architecte de solutions pendant longtemps aussi, avant de devenir CTO. Et en tant que CTO, je chapeaute notre centre d'excellence et innovation. Donc, c'est comme un peu un département, une entité à part qui vient, qui est horizontale essentiellement. Donc, la gang des développeurs, la gang des géographes, des géomaticiens, tout le monde fait un peu de développement. Donc, on veut s'assurer de vraiment niveler vers le haut les bonnes pratiques. Même chose, disons, les TI de nos jours vivent un peu la même chose. Quelqu'un en TI, anciennement, tout ce qu'il faisait, c'était de gérer des machines souvent physiques, des fois virtuelles. De nos jours, les TI automatisent aussi leurs choses. Donc, vraiment, notre centre d'excellence innovation qu'on a lancé l'année passée, c'est vraiment une façon de faciliter les transferts d'expertise. Fait que ça, c'est à l'interne de Corem. C'est à l'interne de Corem, hein. Mais dans le fond, c'est pour vraiment... Parce que, tu sais, j'imagine... vous êtes combien? Vous êtes 80 personnes environ? Ouais, c'est toujours difficile de tenir le compte. Je pense qu'on est à 85 en date d'aujourd'hui. Fait que, supposons... là, on parle de l'aspect technologique, mais j'imagine que vous n'avez pas 85 programmeurs. Ça ressemble à peu près à quoi, le ratio? Le ratio, c'est peut-être... disons, 2/3 côté technique, donc incluant les géographes, géomaticiens, développeurs TI, puis 1/3, ce qu'on appelle go-to-market, là, donc marketing, vente, administration. Donc, c'est quand même une grosse partie de la compagnie. Donc, on a la masse critique pour avoir, disons, ce centre d'excellence innovation-là. Ce qu'on n'aurait pas eu quand on était 20 personnes. Ouais, c'est ça. Puis ça fait combien de temps que tu es chez Corem? Ça fait maintenant 17 ans. 17 ans? 17 ans, donc... Corem a combien d'années? Corem a débuté en 93. Donc, si on se rappelle, 93, c'était les manuels scolaires et les grosses imprimantes plotteurs pour faire des cartes papier. C'était le début, là. On était dans la géomatique. On était au tout début. C'était quoi le business case en 93 de Corem? C'était beaucoup du service de création de cartes papier de ce type-là. Donc, beaucoup dans donc consultation, un peu de revente aussi de logiciels, Mapinfo professionnel, entre autres. Ça a été un des premiers. Curieusement, à cette époque-là, dans le fond, ils étaient très en avance avec leur interface graphique par rapport à Esri, par exemple. Donc, ça a été un des focus pendant assez longtemps, les services professionnels de type géospatial, donc faire des manuels et tout. Ce qui fait qu'au début de Corem, disons avant que moi j'arrive, c'était beaucoup du municipal, du gouvernemental. On peut penser, disons, au ministère de l'Éducation comme de fait, mais les villes aussi. Très gouvernemental. Très gouvernemental. Moi, quand je suis arrivé chez Corem en 2005, donc ça fait déjà un petit bout, là, on a vraiment pris le shift, on avait déjà pris le shift vers le développement logiciel, mais de produits. Donc, on avait un produit
de web mapping maison. Ben, c'est drôle parce que Félix Laroche de chez Jacarto, qui était là il y a quelques podcasts, il nous disait justement qu'il avait acquis votre solution à l'époque là, pour JLR. Pour JLR, ouais. OK, oui, C'est ça. exact. Donc, Ouais, puis ça, à l'époque, en fait, je dirais qu'on était trop en avance. Essayer de vendre, tu sais, on était à l'époque, l'âge d'or même, le desktop GIS était encore nouveau. ben ouais, c'est ça, exact. Puis là, nous, on arrivait avec du web mapping à l'époque de Internet Explorer 5 pour un public gouvernemental qui, eux, prenaient le pas petit à petit. Donc, on était un peu trop en avance de la vague pour plusieurs raisons, mais essentiellement, c'est qu'on avait peut-être pas le bon public cible par rapport, disons, à d'autres compagnies dans le privé côté américain. Donc, Est-ce que ça restait quand même beaucoup du client gouvernemental à cette époque-là? Ou là, vous aviez... Ça a été, dans le fond, très gouvernemental jusqu'à ce moment-là, jusqu'à peu près ma date d'arrivée. Après ça, on a vraiment pris le shift vers un mode plus solution, fournisseur de solutions géospatiales. Donc, ce qui a amené le fait d'avoir un peu un shift de public cible. Donc, au lieu d'être gouvernemental, aller vraiment vers la plus grande entreprise, le Canada anglais, les États-Unis, où là, il y avait un peu plus d'early adopters qui étaient prêts à adopter ces technologies-là. OK. Puis c'est là qu'on a commencé à vraiment plus avoir de succès avec le web mapping un peu avant le temps. Puis à cette époque-là, vous développiez tout from scratch, votre web mapper, ou vous aviez comme des trucs avec Map Server ou... On était basé sur la technologie de serveur, le SDK de Mapinfo, qui était notre base. Puis on parle des années pré-GEDAL, on était beaucoup avant ça. Puis à cette époque-là, côté web mapping, Google n'existait pas. Donc, on part vraiment d'une autre génération. Par contre, avec ces technologies-là, dans le fond, l'engine de base, ce qu'on avait développé, mais qu'on a commencé à customiser pour faire vraiment des solutions sur mesure, là, on a commencé vraiment à percer le marché américain, le marché de l'entreprise. Puis on a eu une inversion de contrôle. Là, donc, du 80% de municipal et gouvernemental et québécois, on est devenu tout d'un coup un peu l'inverse. Donc, pourquoi? Pour avoir le type de solution que ça prenait des compagnies qui étaient prêtes à faire le saut dans ces technologies-là. Notre marché local n'était pas prêt à l'époque. Et ça prenait aussi des entreprises, justement, des early adopters, mais qui avaient aussi une masse critique. Donc, juste un petit start-up qui n'avait pas nécessairement la masse critique pour avoir ce genre de solution-là. Puis on se rappelle que Google Maps n'existait pas. Donc, seulement un dealer locator qui, pour faire ça à l'époque, ça prenait un GIS server complet, haute disponibilité, des couches géographiques, des centaines de gigs géographiques. Donc, parce que là, à l'époque, on n'a pas non plus OpenStreetMap ou tous les jeux de données. Exact, c'est ça. Donc, toute la donnée, disons les ancêtres des fournisseurs principaux de nos jours. Donc, Ear, qui était à l'époque Navtech, TomTom, c'était Téléatlas. Donc, tous ces fournisseurs-là, dans le fond, c'était les seules options. Donc, en ayant une solution, même très simple, ce qui est un petit mash-up web de nos jours, pour avoir seulement ça prenait vraiment la stack complète, comme un déploiement d'entreprise majeur. Donc, si le besoin était petit et la compagnie ou l'organisme n'était pas encore prêt à ça, à un moment donné, c'est un gros bond à faire. Il n'y avait pas nécessairement l'infrastructure nécessaire puis les fonds nécessaires pour installer ce genre de solution-là, c'est ça? Exact. Entre le desktop GIS qui était déjà encore nouveau et là, vraiment avoir une infrastructure complète GIS, avoir toutes ces données-là qui prennent disons 50 gigs de données géographiques pour faire le routing, pour faire le rendu visuel.
Donc ça, c'était encore très complexe pour les entreprises à l'époque. Puis cette complexité-là a vraiment diminué justement avec l'arrivée de Google. La démocratisation les base maps, OpenStreetMap aussi ont rendu ça plus accessible. Mais donc, on parle vraiment de, disons, 2005. Au fait, Google Maps aurait été lancé en première version alpha vers la fin de 2005 environ. OK. Donc, les seules options de web mapping qui existaient à l'époque, je crois que c'était MapQuest. OK. Ouais. TomTom, puis tout ça. Puis est-ce que votre service, est-ce que c'était déjà... Aviez-vous déjà les standards... les standards OGC, étaient-tu déjà existants? Faisiez-vous du WMS, du WFS? C'était-tu... Oui, à l'époque, oui, c'était déjà... puis c'était beaucoup plus limité que ce qu'on a aujourd'hui. Là, quand même, l'OGC a pas mal avancé. Ouais. Mais il y avait quand même déjà une tentative là, entre les fournisseurs de l'époque de supporter ça. Donc oui, notre produit de base là, qui était vendu comme un produit en tant que tel au début, qui a fini par devenir plus la base de nos solutions sur mesure. Ouais. Donc lui, il y avait ce genre de support de service WMS. Okay. Par contre, l'écosystème pour consommer ces services-là est encore très limité à l'époque. Fait que ça, c'est venu un peu plus tard. Là, encore là, 2005, c'est passé pas mal de choses entre en 2005, j'envoyais des fax dans une municipalité. Je faisais aussi, on consultait les matrices graphiques sur des gros plans. Quand vous parliez des profils, qu'est-ce que c'est pour un géographe de commencer à faire du développement? Ouais. En 93, moi, j'étais pas là, mais il y a quelques-uns de nos employés qui étaient déjà à l'emploi de Corem. Donc, eux, ils ont vécu du début jusqu'à la fin. Donc, de la carte papier jusqu'à l'automatisation. À un moment donné, on est embarqué dans les GeoATL, FME, Alteryx. Ah ouais, OK. Puis là, à ce moment-là, eux, ils ont vraiment pris cette tangente-là. Ils ont commencé à mener faire un petit peu plus de développement par la force des choses. Donc ça aussi, c'est pour ceux qui étaient là plus tôt, ça a été on aurait pu avoir la crainte qui vivent l'époque du passé, qui a la misère à prendre le pas de l'automatisation, de l'analytique qui est arrivé. Mais au contraire, la plupart de nos géographes ont vraiment vécu ce changement-là comme quelque chose de super stimulant. C'est probablement une des raisons pourquoi ils sont encore avec nous bien sûr. De nos jours. Puis, dans le fond, c'était qui vos premiers clients, surtout privés, ou plutôt l'industrie, pas nécessairement qui, mais plutôt quand vous avez fait finalement? Le switch, c'était quoi? C'était du bancaire, du... quand je parlais, disons, de la solution Dealer Locator ou juste une petite carte, ce qui serait un mash-up très simple de nos jours, un de nos premiers clients, ça a été Bonjour Québec. Okay. Qui, à l'époque, avait vraiment toute la quincaillerie complète pour desservir leur solution de localisation de sites de camping, sites touristiques. Donc, qui était vraiment en avance. Ça a été justement un des adopteurs plus rapides. Puis, eux ont été chapeautés par Bell Canada. Okay. C'était comme un peu une joint venture parce que c'est quand même une grosse bouchée à manger. Donc, vraiment une collaboration entre Bonjour Québec, Bell et Corem qui a fait la première version. OK. En fait, c'était un de mes premiers projets en 2005. Puis ça, c'est votre pied dans la porte dans les télécoms, c'est ça? Tu veux dire ça comme ça? Pied dans la porte, disons, pour l'aspect plus touristique. OK. Par contre, à peu près au même moment, le pied dans la porte dans les télécoms était effectivement Bell Canada. Eux aussi ont eu leur localisateur de magasins. Puis par exemple, là, si on va voir la majorité des coverage locators pour voir où est-ce qu'on a de la couverture cellulaire, la majorité de ces sites-là, dont Bell, TELUS, c'est quand même qui fait ça. Là. OK. Donc, Bell, TELUS, est-ce que d'autres compagnies... côté américain, par exemple, US Cellular, ça, c'est nous aussi. OK. Avant, on faisait beaucoup de sites grand public.
quand c'était assez compliqué pour que les gens aient besoin de nous. Quand c'était plus complexe de mettre ça en ligne. Non? Exact. Puis quand Google est arrivé, on a été un des premiers partners côté nord-américain géo avec Google. Okay. Donc, on a eu un moment où on était l'intégrateur de géo, Google Maps, recommandé. Mais à un moment donné, c'est devenu assez simple que nous, on a tout simplement abandonné ce milieu-là pour dire, ben on garde les choses compliquées où on a vraiment de la valeur ajoutée. Donc, un coverage locator avec des terabytes de données de raster en entrée qu'on doit préprocesser, rendre ça consumable et visuellement intéressant pour un peu un site grand public. Ça, c'est le genre de truc qu'on fait encore côté-là. Donc, Telco, ça a été à peu près dans la même époque qu'on a commencé à prendre l'expansion dans ce domaine-là. L'assurance est venue un petit peu plus tard aussi. Vous faites de la gestion de risque pour gestion de risque. Avez-vous des actuaires qui travaillent avec vous? Oui, souvent on collabore avec des actuaires pour utiliser le géo pour améliorer la modélisation, par exemple. Encore là, les actuaires, avant le géo, c'était pas dans leur boîte à outils, mais de nos jours, c'est ça, exact. Fait que eux aussi ont vécu ce changement-là. Donc, autant que le BI a maintenant une dimension géo, le AI aussi. Fait que souvent, on fait vraiment de l'aide à la modélisation, mais aussi de l'opérationnalisation de la donnée de risque qui maintenant est de plus en plus Puis comment, géographique. Tu peux-tu me donner un exemple? Comment que vous aidez à la modélisation avec l'outil géospatial? Comme est-ce que parce que tu es plus proche d'une borne fontaine, genre? Oui, ben, disons, curieusement, les compagnies en assurance utilisent encore très fortement les postal codes et les aires de diffusion, disons, au Canada pour faire la modélisation. Tout dépendant du territoire, tout dépendant du type de risque, c'est pas nécessairement mauvais. Par contre, quand on arrive en milieu rural, où on arrive, disons, l'inondation, ben... le postal code, par exemple, commence à être un petit peu plus lousse. Fait que vous venez raffiner le modèle, dans le fond, avec la précision. On vient raffiner le modèle, puis ça peut être autant de, disons, utiliser de la donnée de trafic pour trouver des zones de densité de trafic qui rend plus propice, disons, l'accident. Ça peut être trouver les endroits, disons, le centre-ville si on a un code postal qui couvre 2 villages. C'est ça l'affaire. Peut-être que celui qui habite dans son shack dans le milieu de la forêt n'a pas le même profil de risque que quelqu'un qui habite dans le centre-ville d'un des 2 petits villages. Hein. Fait que juste être capable de subdiviser le territoire avec des calculs géostatistiques, ça, c'est une façon de le faire. L'autre affaire, c'est que souvent, les scientifiques de données vont vraiment aller plus loin en termes de précision. Dans certains cas, ils vont avoir un modèle qui est basé sur du matriciel, un raster de 5 mètres de résolution. Ils bâtissent toute leur modélisation avec ça. Mais après, ils veulent opérationnaliser le modèle. Donc, que le système d'assurance détermine le prix que devrait payer l'assuré, puis détermine au fait est-ce qu'ils veulent l'assurer ou sinon est-ce qu'il est trop à risque, disons, pour l'inondation. Être capable d'opérationnaliser des terabytes de données matricielles. Souvent, les modèles, c'est des mix vectoriels matriciels. Ça, le data scientist est capable de le créer. Mais le gars d'IT, il y a de la misère. Il sait pas trop quoi faire avec ça. Souvent, juste être capable de dire, bon, bravo, vous avez un modèle très précis, mais si vous opérationnalisez un modèle basé sur les codes postaux parce que vous savez pas comment opérationnaliser un raster, ben là, peut-être qu'on peut vous aider pour ça. Comment un data scientist puis un gars d'IT travaillent ensemble? Est-ce que, genre, mettons, le gars d'IT, il monte un code, puis le data scientist rentre, mettons, des calculs dedans, ou... Souvent, mais la donnée, c'est un peu la monnaie d'échange. Donc, ce qu'ils fournissent, dont le scientifique de données va lui-même modéliser, faire du code, utiliser des outils de modeling différents.
mais ce qui va fournir typiquement, c'est la donnée résultante. OK. Dans certains cas, disons, si on reste au postal code, pourquoi c'est si utilisé, c'est que c'est facile. Dans le sens que si on a une adresse, c'est quand même assez facile de trouver le code postal. Puis on est capable d'avoir une table de référence qui donne, disons, la cote de risque pour chacun des codes postales. Puis ça rend ça très facile pour quelqu'un, une base de données que standard peut stocker ça. 250 gigs de modèles matriciels, hybrides, vectoriels, versionnés. Donc là, à chaque fois qu'il y a des mises à jour partielles de territoire, il faut être capable de versionner ça. Puis il y a même des... côté assurance, il y a des législations. Eux doivent prouver, OK, à telle date, j'ai fourni tel code. Okay. Donc, c'est là qu'il y a plusieurs facteurs de complexité qui paraissent pas au début dans ces domaines-là, mais on fait vraiment peu de géospatial, production de données, mettons... 5 géomaticiens qui vont éditer de la donnée toute la journée, puis ils vont éditer leur graphe, par exemple. Ça, on fait très peu de ça, mais on fait beaucoup de aller implanter de la géomatique, géospatiale, dans des domaines appliqués qui, naturellement, l'étaient peut-être un peu moins. Fait que, dans le fond, vous, votre modèle d'affaires est plus... Vous ne faites pas d'acquisition de données, j'imagine? Fait que vous, votre modèle d'affaires est plus orienté sur on part, on offre des solutions existantes sur le marché, on fait de l'intégration, on fait du traitement de données, puis on fait de la diffusion. C'est un peu... Exact. On peut voir ça un peu comme des building blocks. Donc, les solutions qu'on revend... on a un large partenariat avec et des fournisseurs de technologie et des fournisseurs de données. OK. Fait que ça, pour choisir ces fournisseurs-là, ça amène la veille de marché, la veille de partner, la veille de technologie. OK. Mais l'idée, c'est que cet exercice-là nous permet d'avoir assez large de solutions, de bouts de solutions qu'on peut revendre, qu'on peut connaître, qu'on peut intégrer, pour vraiment dire, OK, bon, telle solution, ça doit aller dans le cloud, j'ai besoin de telles données mélangées avec telle technologie, puis j'ai besoin de services professionnels pour mettre tout ça ensemble. Ouais. Fait que c'est vraiment comme des morceaux, des briques qu'on assemble en fonction des besoins des clients. Puis souvent, c'est vraiment plus de l'opérationnalisation de géospatial, plus que vraiment un écosystème traditionnel de production de données, là, comme on est plus habitué dans les domaines qui utilisent la géomatique depuis plus longtemps. Assurance, par exemple, ils ont très peu d'écosystème de production de données. OK. Ils ont de la donnée, disons, de risque qui est naturellement... plus tabulaire, moins spatial. Moins tabulaire, mais qui a quand même une localisation d'attaché, mais c'est pas comme, disons, la télécommunication... de bâtir un réseau filaire, c'est vraiment géographique par le fait même. Souvent, on va plus travailler avec ces gens-là, pas du côté production, mais du côté opérationnalisation. OK. Fait que, par exemple, si on a des couches des couches de couverture wireless, par exemple, là, c'est beaucoup le 5G fixe wireless qui est la grosse tendance présentement pour être capable de, au lieu de passer du filage, être capable de poser des antennes, c'est beaucoup moins coûteux. Mais comment aller, disons, intégrer toute cette donnée géospatiale-là, filaire, matricielle, puis être capable de décider est-ce que je suis mieux de construire un nouveau segment filaire ou je suis mieux de poser une tour? Fait que ça, c'est vraiment intégrer cette donnée-là qui vient de producteurs de données. Qui est des deux côtés. Là. Fait que dans ce cas-là, dans le fond, vous venez vraiment jouer le rôle d'intelligence géospatiale ou est-ce que, dans le fond, vous venez dire, regarde, on prend tes données, on les mixe ensemble, on te donne la solution, puis après ça, tu as ta réponse sur où est-ce que tu déploies tes nouvelles tours, exact. Où est-ce que tu déploies tes... Donc, on revient dans les building blocks. Il y a aussi la donnée du client. Donc, dans ce cas-ci, disons, la donnée filaire qui vient des producteurs de données... côté wireline serait un des morceaux. La partie qui vient des écosystèmes wireless serait comme un autre morceau. Puis après ça prend un mix d'intégration de données, traitement de données, opérationnalisation de cette donnée-là.
Puis là, dans le fond, tu nous parles beaucoup de tes building blocks. Là, dans le fond, tu as parlé d'Alterix. Vous faites de la revente Alterix. C'est quoi vos produits, vos principales partners? Donc, on a parlé de Google. Google est encore un de nos partners. Ils sont un peu moins présents dans le géo qu'ils l'ont déjà été là, de l'époque de Google Earth Enterprise. Ils étaient beaucoup là-dedans. Là, ils ont réduit un peu leur éventail technologique, mais ça reste que leur offre est quand même unique dans le marché. Precisely, qui est anciennement Pitney-Bowes, qui est anciennement Mapinfo, qui est un autre... la marque est encore plus ou moins connue, étant donné les acquisitions récentes. Là, ça a été, dans le fond, il y a 2 ans qu'ils ont renommé là, suite à des consolidations là, de Mapinfo? Oui, donc... la solution Mapinfo... La solution Mapinfo, le produit Mapinfo existe toujours. Le produit serveur, lui, s'appelle Spectrum. Mais qui couvre pas seulement du géo, qui couvre géocodage, validation d'adresse postale, data quality, data integration, donc qui couvre beaucoup plus large que ça. Fait que c'est pour ça... Ils ont comme pris... il y avait un pied dans le géo, mais ils ont, suite aux acquisitions... Ils ont pris plus de largeur. Fait que, de nos jours, ils se battent autant contre Esri que contre Informatica ou IBM, par exemple. Ouais. À mi-chemin entre 2 domaines. Donc, Precisely est un de nos gros partners aussi. Puis Precisely, c'est pour beaucoup du géocodage ou... Oui, géocodage sont très forts. Côté opérationnalisation de géo... L'éventail de données aussi. On a beaucoup de fournisseurs de données, mais eux-mêmes en consolident plusieurs. Un peu comme ce que fait Esri avec sa cartographie intégrée du Canada, par exemple, ou des choses comme ça. Oui, mais eux vont vraiment avoir des modèles de partenariat de revente de données, au-delà d'un base map. Donc, souvent, quand on assemble des solutions, les différentes données viennent de différents fournisseurs. Mais on a l'avantage que eux, Precisely, et d'autres fournisseurs comme Ear, qui est un autre de nos gros partenaires, eux-mêmes ont une offre assez large de données. Au lieu d'avoir 150 partenaires de données, ce qui serait comme ingérable, on est capable de les consolider. Fait avec ces différents fournisseurs-là, quand vient le temps de faire un géocodage, vous favorisez quelle solution? Ça, en fait, on a développé une méthodologie comparaison des géocodages parce que la partie géocodage, validation d'adresse, c'est probablement l'élément qu'on a le plus de redondance dans notre portfolio. Fait qu'autant que Google peut être une option dans certains cas, Precisely, DMTI... donc on a vraiment plusieurs options dans tout ça. Puis vous les passez dans le fond dans tous les systèmes de géocodage, puis après ça vous couplez. Ouais, c'est ça, on valide. Puis ça dépend. Souvent on pense aux techniques, on pense à la précision, mais juste les règles d'utilisation, par exemple. Disons Google, comme plusieurs autres, disons Mapbox et compagnie, ont certaines contraintes de storage pour une période limitée. Puis si tu le stores, tu as des prix qui vont être différents. Dans certains cas, tu peux juste pas le faire. Donc, l'aspect légal vient aussi entrer en jeu. L'aspect quel niveau de précision on a besoin, quel lieu géographique. Il y a des géocodeurs qui sont vraiment meilleurs dans le rural que certains autres. Fait qu'on finit par vraiment comparer les différentes options. Fait qu'on essaye tout le temps d'avoir au moins plusieurs options pour chacun des composants de solutions, pouvoir comparer, puis ça nous aide à garder notre neutralité dans tout ça. Puis tu disais que le géocodage, c'est ce que vous avez le plus de récurrence. Plus d'alternatives, disons, dans le portfolio. Là. Puis est-ce que, tu sais, comme vos clients en géocodage, est-ce que c'est beaucoup du monde dans le retail, genre du Amazon qui veut envoyer des colis, ou c'est des gens qui cherchent à faire des études? C'est quoi? Si on parlait de télécommunications, assurance, au fait, curieusement, les deux ont à peu près les mêmes besoins. Ah ouais, OK. Dans le sens que si je m'achète une maison, probablement que je vais appeler mon Internet, puis après ça, l'assureur, dans l'ordre ou dans le désordre.
Mais ça fait en sorte qu'eux-mêmes connaissent l'emplacement du risque pour les assureurs et connaître l'emplacement du réseau pour les télécommunications. C'est hyper important. Exposition au risque, coût d'installation. Puis eux, souvent, vont avoir le défi que l'adresse est nouvelle. C'est une nouvelle maison. Ils ont tous les problèmes imaginables là-dessus. Fait que ça va en sorte que le fait d'avoir beaucoup de précision, d'avoir beaucoup aussi de couverture, être sûr qu'il ne manque pas d'adresse, justement, dans le rural. Ça va être quelque chose qui va être très important. C'est vraiment le début de leur processus opérationnel. Puis ça va au point que si j'essaie d'avoir mon assurance, ils ne trouvent pas mon adresse, ou ils vont juste pas assurer, il va falloir les appeler, ou ils vont devoir manuellement essayer de trouver la position. Mais ça, c'est aussi de la perte de temps pour l'agent qui les dessert. Donc, ça devient vraiment important pour ces domaines-là d'avoir et de la précision et des adresses qui sont rapidement intégrées et avoir la bonne couverture en rural. Là. Puis, donc, souvent, ça, c'est vraiment il y a d'autres domaines qui ont ces besoins-là, mais c'est souvent quand il y a un humain qui regarde la carte, c'est pas trop grave. Si je suis en train déjà de naviguer, je vais le trouver. Mais si c'est vraiment un système automatique qui tu rentres l'adresse puis ça te donne je t'assure, puis je t'assure 15 $ de plus parce que tu es dans une zone à risque. Là, à ce moment-là, la précision, il faut qu'elle soit là. Il y a personne qui regarde de maths, sauf s'il y a des problèmes. C'est ça. Puis si la personne regarde, c'est de la perte de temps. C'est qui... Est-ce que tu es capable de nous dire c'est qui met sa carte le plus rapidement à jour quand il y a des nouveaux développements? As-tu regardé les différents... comme l'approche de Precisely est intéressante parce qu'ils vont aller couvrir vraiment plus de territoire en agrégeant d'autres fournisseurs. OK. Ils vont chercher de la donnée open d'un bord, de la donnée, Ear, TomTom de l'autre côté. Ils vont aller complémenter avec tout ce qu'ils peuvent trouver, finalement. Aux États-Unis, ils sont un peu plus matures dans cette approche-là. Ils sont rendus à environ 15 sources de données intégrées. OK. Un terme de... Avant, au Canada, on avait peut-être 75% de points d'adresse de précision. C'était super. Alors qu'aux États-Unis, ils t'appellent 99% assez souvent. Là, à ce point-là. À ce point-là. Ça, c'est une approche. L'avantage, c'est vraiment avoir plus de précision, plus de couverture, maximiser le géocodage. Mais c'est pas mal plus de traitement de leur côté. Fait que des fois, ça ajoute un petit peu de délai. Versus Ear, où là, eux, ils ont vraiment de l'intégration d'adresses en continu. Donc, ils vont peut-être avoir plus rapidement les adresses, mais ils ont peut-être moins de coverage. Okay. Donc, souvent, il n'y a pas nécessairement une solution parfaite. Des fois, même, on mixe des solutions. Il faut adapter, mixer deux fournisseurs quand on a des cas d'utilisation. Justement, télécommunications, il y a un programme de CRTC pour dédommager les gens qui ont un mauvais Internet en rural. Par définition, toutes les adresses sont rurales. Donc, ça, c'est quoi leur programme? Je pense que ça intéresserait bien du monde. Deferral Account. OK. Ils ont l'équivalent aux États-Unis pour, mettons, les réserves indiennes, ce qu'ils appellent Lifeline. OK. Mais c'est vraiment fait pour ce genre de trucs que le CRTC encourage à fait des subventions pour mieux desservir ces gens-là. Mais le temps qu'ils soient desservis... fait que ça amène des use cases un peu bizarroïdes, mais qui demandent vraiment beaucoup de précision dans des adresses assez difficiles. Ouais, c'est ça, hein? Puis, au niveau... Tu sais, j'ai vu qu'une des industries que vous touchez aussi, c'est le real estate immobilier. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Real estate, par définition, dont la localisation a toujours été importante. Mais ça a beaucoup été manuel pendant assez longtemps. OK. Puis tout dépendant, tu sais, si, mettons, une succursale par jour, par année qui est ajoutée,
quelqu'un qui a une stratégie de croissance assez Mais au niveau conservatrice. du retail ou au niveau Mettons au niveau plus, retail ou même commercial real estate. OK. Mettons que la personne veut bâtir une bâtisse par année. Probablement que ça ne vaut pas la peine de s'automatiser l'aide à la décision, être capable d'avoir des décisions plus précises. La personne peut vraiment ou sous-contracter ou passer vraiment beaucoup de temps à analyser son truc manuellement. OK. Si la personne a vraiment un marché qui est assez compétitif, assez fluctuant, ça, c'est ce qu'on a vécu avec la COVID. Là. Donc, tout d'un coup, tel brand ferme la moitié de ses restaurants, elle les réouvre, là, elle ne sait pas lesquels réouvrir. Puis là, finalement, elle en ferme et elle en rouvre à d'autres endroits. Donc, quand il y a plus de décisions à prendre plus rapidement dans un marché qui est plus chambranlant, comme ce qu'on vit maintenant, c'est là que le géospatial puis la modélisation avancée vient plus intéressante. Puis là, dans ce cas-là, vous intégrez données démographiques, vous mixez des jeux de données, puis vous avez vos modèles. Exact. Puis, disons, démographique, bon, pas mal tout le monde fait ça de nos jours. Par contre, la donnée, tout ce qui est mobilité, donc la mobilité pédestre, être capable de voir, OK, à telle journée, telle heure, il y avait plus de gens qui passaient, les gens sont allés dans tel magasin ou non. Ça c'est Google qui vous fournit ces données-là? Non, ça, c'est d'autres fournisseurs. Okay. Donc, Foursquare, par exemple, qui est un fournisseur, fait ça. Ah ouais, j'avoue. Foursquare. Puis ça, c'est un marché très en mouvement, là, la donnée de mobilité, donc pédestre, mais la donnée de mobilité de trafic de véhicules. Donc ça, EAR va nous donner accès à cette donnée-là. Fait que des fois, on finit par mixer des différentes sources de données ensemble. C'est délicat, par exemple, cette donnée-là, parce qu'il faut qu'elle soit agrégée, tu sais, puis tu peux pas tracker des gens, tu peux pas dire telle personne est allée à tel endroit à tel moment. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, dans l'aura des données personnelles, toutes les données qu'on reçoit sont vraiment des trucs qui sont aseptisés. D'autres de nos fournisseurs, Environix aussi, dans notre écosystème de partenaires canadiens, nous donnent accès à ça. Donc, mais toutes ces compagnies-là adoptent vraiment des politiques très strictes de confidentialité des données. Puis nous-mêmes, on est certifié ISO 27001. Je ne sais pas si vous connaissez, là, mais c'est vraiment une certification qui touche la sécurité des données. Ça permet de se donner une discipline sur ces choses-là. Donc, ça, c'est quand même... c'est un autre élément qui a changé dans le marché, de mon point de vue. C'est avant, le scientifique de données ou le géographe, il pouvait tout avoir de son côté, et s'amuser avec les données. Mais de nos jours, la donnée est d'autant plus précise, mais les règles ont beaucoup changé, autant les règles gouvernementales que les règles d'entreprise. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus autant de flexibilité sur qui a quoi sur son poste. Les TI sont de plus en plus stricts, puis les instances gouvernementales aussi. Avec ça a changé pas mal la donne, mais disons, les données de mobilité auxquelles on a accès, c'est préagrégé, aseptisé. Mais d'un point de vue modélisation d'un marché qui reprend après la COVID, corrélation entre un volume de vente potentiel, réel, versus le trafic, on peut vraiment aller loin dans la précision là-dessus, combiné avec les trucs plus traditionnels comme le démographique, segmentation. Là. Puis, dans le fond, vous avez comme tous ces jeux de données-là qui sont des données massives et tout. Avez-vous l'expertise à l'interne pour prendre ces jeux de données-là puis faire des modèles prédictifs en machine learning ou en deep learning? Oui, exact. Ouais. Au début, disons, les clients avaient plus ou moins, quand on jouait vraiment avec la donnée géographique, de type segmentation, les trucs qu'on faisait avec eux, c'était un peu plus du côté géographie. Mais avec le type de données qu'on reçoit pour le trafic véhiculaire, trafic pédestre, on est vraiment dans le big data. Donc, c'est ça. Automatiquement, ça nous a comme forcé à commencer à utiliser des technologies comme Databricks, par exemple,
pour faire du big data processing. Puis commencer aussi à faire vraiment de la modélisation, de l'analytique avancée. Tout dépendant, on parlait des actuaires. Si l'actuaire est déjà en mesure de faire sa modélisation, il a juste besoin de comprendre comment utiliser Géo, ben on va juste le supporter. Si la personne de l'autre côté elle a plus ou moins d'expertise là-dedans, on peut faire de bout en bout, mais on s'adapte vraiment à ce que les clients sont capables de faire de leur côté. Là, comment un Databricks, dans le fond, c'est quoi? C'est comme une librairie ou un logiciel qui agrège de la grosse donnée? Disons, c'est vraiment une façon facile de consommer dans le cloud des capacités de calcul distribué. La technologie sous-jacente, c'est... Genre de pipeline, genre? Ouais, un genre de pipeline Big Data. Donc, la technologie sous-jacente, c'est Spark. Fait que pour l'ère de Hadoop... on avait plusieurs clients qui avaient débuté leurs initiatives Big Data sur site, là, donc chez eux. Mais de nos jours, c'est vraiment la tangente vers le cloud est assez lourde. Donc, ces technologies-là sont de plus en plus utilisées. Puis nous-mêmes, nos clients utilisent de plus en plus ça, mais nous-mêmes aussi pour nos propres besoins. Tout ce qui est Data as a Service, par exemple, être capable de vraiment leur enlever toute la complexité et faire en sorte que ce qu'on leur livre, c'est exactement ce qu'ils ont besoin. C'est intéressant ce que tu apportes là. Tu parles de Data as a Service. Dans le fond, ça fait-tu partie, ça, de votre modèle d'affaires de dire, par exemple, on met du data disponible en ligne puis c'est consommable à la volée? C'est-tu des solutions que vous avez créées, ça? Ouais. Quand on parle de Data as a Service, il y a plusieurs définitions. Là, donc, la première définition est le Data Marketplace. Donc, vraiment, aller acheter de la donnée. Acheter de la donnée pré-packagée, un peu one size fits all. Fait que ça, la plupart de nos partners, puis tous les gros joueurs du marché, puis même les cloud providers, ont débuté ce genre d'initiative-là. Un peu le feedback qu'on reçoit des fournisseurs de données, c'est ça ne marche pas. Ah non? OK. Personne n'achète ça. Ah, pour vrai? OK. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est c'est juste acheter de la donnée pour, disons, la personne elle-même. Passe la carte de crédit, ça peut aller. Si c'est pour de la donnée, de modélisation qui va être opérationnalisée dans l'entreprise, puis là, tout d'un coup, ça devient une enterprise license. Il y a des termes et conditions qui doivent être négociés. La carte de crédit... c'est ça. Ouais, c'est ça. Dès que tu scale up, dans le fond, t'as pas le choix de prendre un arrangement avec le fournisseur. C'est pour ça, cette partie-là, notre assumption, c'était que ça allait plus ou moins décoller, puis ça allait fonctionner pour les petits cas d'utilisation, puis même essayer la donnée, puis ça, c'est bien correct. Mais qu'après, pour choisir la donnée, décider entre deux différentes, être capable d'avoir des termes et conditions qui correspondent à ce qu'une entreprise a besoin. Ça, on s'est toujours dit, Corem va avoir une place là-dedans, étant donné notre portfolio de fournisseurs, puis on peut guider le client dans la sélection de données, puis l'aspect contractuel. Une fois que le contractuel est là, ben souvent, l'autre enjeu qu'ils vont avoir, c'est de traiter ces données massives. Puis, il y a toujours plein de petits détails. Là, en tant que professionnel de géospatial, un des éléments qui est toujours difficile, c'est de faire comprendre aux gens qui sont moins habitués que les petits détails dans la donnée, le niveau de complétion, les outliers, il y a tellement de petits détails qui font en sorte que ce qui a l'air simple, souvent, est beaucoup plus compliqué. Fait que ça, on essaie d'abstraire cette complexité-là au maximum aux clients. Fait que notre offre Data as a Service, qu'on appelle Data as a Service personnalisé, au lieu d'avoir un marketplace avec des trucs préfaits ou un service web qui permet de consommer la donnée d'une façon unique, on a notre fameux assemblage de morceaux. Donc, les différentes données, on se dit, OK, toi, tu as besoin de ça, ça, ça. OK, j'ai besoin de te combiner la donnée de trafic véhiculaire de Here avec la donnée, disons, de pédestre de Foursquare, les mélanger ensemble avec la donnée de segmentation.
je combine tout ça ensemble, puis je te donne automatiquement, disons, dans ton environnement cloud, le résultat. OK. Mais là, la personne, dans le fond, avec tous ces assemblages-là, paye une licence pour qui a déjà été établie pour accéder à ça. Fait qu'à ce moment-là, notre assemblage, notre petit emballage cadeau, c'est des licences de données, puis nous, dans le fond, le service d'assemblage là, qui est le Data as a Service. Fait que c'est un modèle qui est légèrement différent de ce qu'on connaît peut-être un peu plus, mais sachant que chaque client a des besoins assez différents. Puis notre clientèle, c'est plus des clientèles avec des besoins très nichés versus le besoin plus basique. Fait que ça vient vraiment mieux régler leurs problèmes plutôt que le marketplace. Là, depuis le début, tu nous parles de tes blocs d'assemblage, mais aussi au début, tu nous parlais de que vous aviez développé votre solution de serveur. Continuez-vous de soutenir vos propres solutions ou vous avez abandonné cet aspect-là, puis là, vous intégrez les solutions qui sont sur le marché? Excellente question. On a fait le deuil de notre solution principale, exact. Puis la raison, puis au fait, c'est Sébastien Vachon, notre propriétaire. Ça a été une grosse décision pour lui. Tu veux pas, c'était depuis presque le début, c'était depuis 1995, dans cette période-là. Ça a été au-dessus de 15 ans de développement. Mais la conclusion a été que le marché bougeait tellement vite et que le type de solution qu'on voulait adresser dans nos marchés un peu moins traditionnels, il y en avait assez qu'on amenait plus de valeur aux clients en faisant de l'assemblage, quitte à avoir des morceaux préassemblés, mais pas avoir seulement un élément qui était déjà prêt à l'usage. Au lieu d'avoir une solution, un produit, ben là, on a des bouts préassemblés, ce qu'on appelle des accélérateurs pour nos solutions réplicables. Disons, la portion modeling avancé qu'on parlait pour le commercial real estate, par exemple, au lieu de réinventer la roue à tous les fois, on fait un bout qui va être réutilisable. Mais au lieu de faire la solution au complet, on fait juste ce bout-là, ce qui fait que le prochain client, il part pas de zéro, mais s'il veut pas exactement la même chose que l'autre, on va lui faire de toute manière. Et c'est comme un peu un modèle à mi-chemin entre vraiment tout ce qui est solution sur mesure versus solution one size fits all, solution vanille out of the box. Fait qu'on vise vraiment quelque chose qui est à mi-chemin entre les deux. Un peu hybride, là. Exact. Puis mon groupe, le Centre d'excellence innovation, c'est une de nos responsabilités là, d'identifier quels sont les accélérateurs qu'on doit baser, quelles sont les solutions qui sont plus réplicables, pour lesquelles ça vaut la peine. OK. J'ai le goût de passer un peu... on parle pas mal tout le temps de technique dans ce podcast-là, mais là, vous avez quand même fait une grosse annonce dernièrement en termes de ressources humaines. Oui. Vous êtes dans le fond, vous allez passer sur un horaire 4 jours semaine, c'est ce que j'en comprends? Exact. Donc, j'essaie de retracer l'origine de tout ça. Moi, je l'ai vu passer sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Puis je pense, je sais pas si je me trompe, mais est-ce que ça se peut que votre propriétaire a une chronique dans les affaires ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est possible? Oui, il fournit assez souvent des articles. Ça se peut-tu qu'il en ait parlé dans... Oui, tout à fait. On a eu des annonces qui ont été faites là-dessus. Puis ça, en fait, c'est une tendance qui débute tranquillement, pas vite. Mais cette idée-là du propriétaire, elle date de plusieurs années, là, bien avant la sévère pénurie de main-d'œuvre et avant la pandémie qui a un peu accéléré tout ça. Donc, on parle de presque 4 ans avant la pandémie où là, il commençait... Qui voulait mettre ça en marche. Exact, c'est ça. Puis à ce moment-là, on était un peu sous le choc nous-mêmes en tant qu'exécutifs. Mais l'idée, ça a été que en ayant des conditions intéressantes, ça serait pas ça serait la qualité, non pas la quantité. Puis au bout de la ligne, son pari, c'était qu'on allait gagner en efficacité, qu'on allait gagner en rétention, qui nous fait gagner en efficacité.
Donc là, on est à notre première année qui est transitoire. Le premier vendredi de chaque mois est un congé carême. OK. L'année prochaine, ça va être 1 sur 2. L'année suivante, ça va être l'ensemble des vendredis. OK. La raison pourquoi on a fait ça graduel, c'est entre autres pour s'assurer que la compagnie se transforme, s'habitue à ça, que nos clients vivent ça de façon plus douce possible. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne super bien. Est-ce que c'est tout le monde le même jour? Tout le monde le même jour. Tout le monde le même jour. Puis est-ce qu'il faut qu'ils fassent toutes leurs heures pendant la semaine ou c'est juste qu'il y a moins d'heures pour tout le monde? Il y a moins d'heures pour tout le monde. Okay. Donc, on avait un horaire de 37,5. Là, on tombe dans un horaire de 32 pour ces semaines-là. OK. Wow. Donc, c'est ça. Puis même salaire. Donc, c'est vraiment le pari. Ah ouais, OK. C'est audacieux. Oui, c'est audacieux. Puis Franchement, ouais. puis tu sais, en plus, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre Exact. actuelle, est-ce que. Ben, en fait, c'est bon. moi, j'ai 2 questions par rapport à ça. Oui, on a des postes ouverts. Bon, Cherchez quoi? Cherchez quoi comme personne? Un peu de tout, je dirais. Autant côté géographie, géomatique, on en cherche plusieurs. Côté développeur full stack, architecte système, architecte de solutions, côté vente. Vous êtes dans quel type de technologie? On te permet de faire un post publicitaire RH. Bien sûr, tout à fait. oui, bien sûr. C'est apprécié. On poste sur les pages étudiantes, là, un podcast. Exact. Fait que c'est sûr que l'éventail technologique est hyper vaste. Fait que, autant que d'un point de vue développement, disons, la technologie primaire, c'est du Java. OK. Mais dès qu'on tombe dans le la partie data science, géomatique, ben on est plus dans le Python. OK. Versus quand on parle de GeoATL, beaucoup un mix de FME Alteryx, par exemple. Donc, on a vraiment en général, on favorise nos technologies de partenaires, sachant que après, c'est plus facile de supporter les clients qui on le revend. Mais on fait aussi l'open source dans tout ça. Donc, OK. Faites toute l'interfaçage web, JavaScript, HTML, tout à fait, tout ça. Puis quand même une grosse équipe au niveau du développement web sur mesure. Un petit peu de développement mobile aussi. Ah ouais, OK. Mais fait que ça, quand même des grosses équipes. Puis, ça, avant, on était majoritairement à Québec. Ouais. De nos jours, encore là, on avait pris le virage un petit peu avant la pandémie. Travail, genre. Fait que là, on est rendu avec un petit bureau à Denver, quelques personnes satellites. Cool. Mais votre marché est international. Oui, exact. Là, notre ratio, on parlait du 80% gouvernemental. On est vraiment plus dans 90% dans privé. le retail. Ah ouais. Puis, on peut décliner ça majoritairement US, suivi de Canada anglais, suivi de... C'est bien. De la province de Québec. Pendant un bout de temps, la province de Québec était rendue trop basse à mon goût. On va essayer de se... Mais, là, on a réussi à remonter ça à une certaine balance. Là, donc... Ouais, mais quand je tape Corem, là, ça m'amène à un site anglophone. C'est parce que ton browser est en anglais. Ah, mais ça, c'est juste ça. Ça, c'est vous autres qui le savez, c'est pour ça. OK, moi, je suis pas dans le programme. Mais votre staff aussi, là, vous êtes 4 jours semaine, mais vous offrez, je pense, full flexibilité, télétravail. Oui, exact. Puis, ça, on a quand même du monde... au bureau. Du monde au bureau, du monde satellite qui viennent juste de temps en temps. Mm-hmm. Par contre, avant, on favorisait vraiment beaucoup la ville de Québec. Là, on est vraiment rendu beaucoup plus ouvert. C'était pour quelle raison? Parce que pour aller chercher un pôle. Historiquement, c'était plus facile. Travailler sur place, collaborer sur place. Ne serait-ce que d'être près d'un point de vue TI, d'un point de vue culture. À aller chercher vraiment... Garder la culture d'entreprise à distance, c'est plus difficile. Mm-hmm. Fait que ça, on a travaillé autant côté TI que côté humain, puis là, maintenant, ça va mieux. Mais ceci étant dit, même les gens, disons, en région ou à Montréal, on essaie de les faire venir une fois de temps en temps. Ouais. Puis on a fait des investissements majeurs côté rénovation dans les bureaux physiques, ce qui est un peu à contre-courant, mais
ça permet vraiment de ramener les gens, s'assurer que quand on va au bureau, c'est spécial, c'est agréable. Puis c'est pas juste une corvée d'aller au bureau pour aller au bureau. Fait qu'on est rendu avec un auditorium, on peut... c'est comme un Googleplex ou... à plus petite échelle, mais honnêtement, c'est super. On a même, au fait, une petite salle de podcast. On fait beaucoup de webinaires. En fait, vous avez votre propre podcast avec... Exact, c'est ça, avec Joe Francica, un vétéran du géospatial. Justement, Joe, qui lui travaille à distance, il était à Québec cette semaine. OK. Lui, il est au bureau de Denver, dans le fond? Ou, il est en Alabama, au fait. En Alabama, OK. Wow. Ah, très cool. Mais vous avez beaucoup orienté, en tout cas, moi je vous suis sur les médias sociaux, puis je vois quand même que dans les comme 2-3 dernières années, vous avez fait beaucoup de marketing RH. Là. Fait, est-ce que c'est pour répondre à un besoin? Tout le monde a une pénurie actuellement, mais j'imagine que de votre côté aussi, c'est un des goulots d'étranglement de croissance, j'imagine? Tout à fait, oui. Puis ça, avec une croissance un peu plus organique, le problème serait moins grand, mais là, on a une croissance qui est assez forte. OK. Et la pénurie de main-d'œuvre. Ouais, c'est ça. Donc, on a vraiment besoin d'y aller à double vitesse. Fait que de là, de prendre le pari avec le 4 jours semaine d'un côté, mettre le paquet avec les nouveaux locaux. Donc, on a plusieurs initiatives pour vraiment accélérer l'embauche, la rétention aussi. Okay. Entre autres, le 4 jours semaine pour un jeune papa qui a les enfants à la maison, ça vaut de l'or. Là. Ouais. Ça, souvent, on en essaye de balancer un peu, aller chercher des nouveaux, mais aussi garder nos gens d'expérience. C'est ça. Ça reste dans une shop d'expertise, c'est les gens. Les cerveaux, c'est ta ressource première. C'est ça. Exact. Puis... c'est quoi l'avenir pour Corem? Où est-ce que vous vous en allez? Plus, tu sais, là, tu me parles, vous êtes dans le milieu, vous êtes beaucoup aux États-Unis, Canada, anglais. Est-ce que vous visez des marchés, par exemple, en Europe ou vous vous concentrez sur l'Amérique du Nord? Pour l'instant, on considère que le marché, au fait, nos différents marchés, télécommunications, assurance, commerce au détail, curieusement, le oil and gas fait partie de nos marchés, mais aussi des domaines transport, entre autres. Donc, il y a vraiment plusieurs portions il y a assez de croissance dans ces marchés-là qu'on est déjà en bon niveau, bien positionné pour avoir de la croissance là-dedans, sans être saturé. Éventuellement, peut-être qu'on va élargir, mais pour l'instant, le focus, c'est vraiment Amérique du Nord. Amérique du Nord, dans vos niches établies. Dans nos niches établies. Ça n'empêche pas que certaines de nos... on parlait de grandes entreprises, eux, souvent, ils vont avoir des succursales ailleurs, disons en Europe. Mais ça reste que le fait de aller voir une clientèle, disons... en France, c'est un peu moins pire, mais disons, en Italie, c'est des domaines différents, des cultures différentes. Fait que c'est vraiment... on considère qu'on a plus d'effets, on a plus d'impact en se concentrant sur le domaine, sur le territoire nord-américain qu'on connaît mieux. OK. Les données, je veux pas... la technologie, c'est tel que tel, c'est un peu indépendant du territoire. Ouais. Mais disons, si on parle de la donnée d'adressage... disons, en Angleterre. Ouais. Eux, ils ont l'agence postale qui a certaines règles qu'on n'a pas au Canada. Donc, il y a quand même une partie de la connaissance du géo qui est territoriale. Fait que ça amène... on a déjà beaucoup de produits, beaucoup de données à connaître dans notre portfolio. On a le géo à connaître. On a la techno, le cloud et compagnie. On a les domaines appliqués. Il faut comprendre l'assurance. C'est ça, exact. Ça fait beaucoup à supporter. Puis encore là, notre centre d'excellence innovation qui est là pour régler un peu ce problème-là, qu'on a beaucoup de connaissances à gérer. Fait qu'on a fait le choix au moins d'éliminer un des aspects qui est pas avoir, disons,
trop de marchés externes à comprendre. Parce que j'imagine que quand, par exemple, un programmeur ou un intégrateur chez Corem travaille en assurance, il doit probablement travailler en assurance, puis ils doivent pas switcher de projet. Je fais du oil and gas, puis là, tout d'un coup, je tombe en assurance, ou... Il y a quand même des attitudes transférables. Ouais, c'est ça, exact. On parlait d'assurance versus télécommunications qui sont curieusement similaires. Mais si on parle, disons, modéliser les ventes d'une station-service versus modéliser, disons, McDonald's, une succursale, ben, ça reste qu'il y a quand même des similitudes. Ouais, OK. Par contre, on essaye quand même de spécialiser nos gens, puis on n'a quand même pas le choix de le faire. Ouais, c'est ça. On se prétend pas être des experts de domaine en tant que tels, mais on a comme pas le choix de l'être un peu pour être capable d'interfacer là, entre ce que, disons, l'actuaire va savoir, ce qui doit être fait. Ben nous, il faut qu'on joue le rôle de traducteur entre les deux. Il faut comprendre sa réalité. Il faut comprendre, ben oui. Parce que, tu sais, j'imagine que vous avez une structure... avez-vous une structure agile avec un product owner, ce genre de structure-là, ouais. Fait que ça, des équipes projet, puis... fait que ça, product owner, project manager, assurance qualité. Fait qu'on a vraiment des équipes qui sont souvent un mix d'une équipe de développement web et un mix d'une équipe de géomatique. Là. Ouais, c'est ça, exact. Puis ça, c'est statisticien dans l'eau. OK. On fait de plus en plus du service géré aussi. Donc, souvent, il y a des TI dans l'eau. Ça amène ça des belles équipes multidisciplinaires. Là. Puis justement, c'est un des aspects qui est intéressant pour les gens, d'un point de vue développement de carrière. C'est, avec autant de monde diversifié, on apprend beaucoup plus versus, disons, une personne qui travaille tout seul, le géographe de la compagnie qui est tout seul. C'est ça. Ben, il y a la personne ressource pour les autres, fait que ça, c'est bien. Mais ça reste qu'il se développe pas aussi vite que s'il y a 8 autres personnes à côté de lui qui l'accompagnent dans son cheminement. Là. Ben ouais, c'est ça. Ah, c'est très intéressant. Fait puis en termes technologiques, là on a parlé un peu en termes de marché, mais en termes technologiques, qu'est-ce que vous voyez dans votre champ de vision? C'est plus d'intelligence artificielle, plus de raffinement de données, c'est quoi que... Tout ça. tout ça en même temps. C'est un des... on a vécu, disons, la transition de l'équipe GIS seule au monde autour de son serveur GIS qui partage ses données dans un élan de générosité à l'occasion. De ça à vraiment plus des déploiements entreprises, mais qui était beaucoup quand même tourné autour d'une stack de géographie. Là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que la plateforme TI prend le contrôle. Donc, tout d'un coup, au lieu d'avoir 100% des données qui sont centralisées dans un serveur GIS qui fait tout le traitement, tout le stockage, ben là, il y a un bout qui se ramasse, disons, dans un Cloud Data Warehouse qui, lui, ça donne à avoir des capacités géo, peut-être pas autant, mais une bonne partie. Fait que ça, c'est le fait de décentraliser la portion stockage et traitement géo, puis faire en sorte que le GIS vit plus tout seul dans son monde. Il doit se déployer, disons, dans un environnement cloud native. Ça, on voit ça arriver de plus en plus. Puis ça va bouleverser un peu les façons de faire de tout le monde dans le domaine géospatial. C'est de la prise de décision en temps réel embarquée avec... est-ce que vous avez, par exemple, des solutions où est-ce que vous avez des capteurs qui feedent la donnée en temps réel? Ouais, souvent, nous, on fait pas l'intégration. On fait pas le capteur. On ingère la donnée quand elle est rendue un peu plus loin dans le processus. Fait que justement, le traitement de données temps réel, ça, c'est le genre de truc, les technologies cloud permettent de faire de plus en plus efficacement, genre de traitement élastique aussi. Fait que ça, plus ça va, plus le traitement décentralisé dans un écosystème où
l'opérateur géospatial doit se rapprocher de la donnée qui n'est pas nécessairement dans un GIS. Ouais. Ça, on voit ça arriver assez rapidement. Là. Puis, peut-être petite question. Personnel. Ben non, mais petite question d'intérêt, là, parce que j'ai l'impression que ça peut être intéressant dans les domaines dans lesquels vous êtes. Avez-vous expérimenté un peu avec la géoblockchain sur les transactions ou ces choses? On a lu. Vous avez lu là-dessus assez pour voir. que ça vous tentait pas. Exact. Je pense qu'on comprend assez bien pour voir où ça pourrait être dans le futur. Tu sais, le proof of location. Ouais, exact. Ça, plus tard, quand on parle, disons, des voitures complètement autonomes, puis l'assurabilité d'une voiture autonome. Il y a certains concepts de même qui... une partie du edge processing dans le mix aussi. Pour plus tard, on voit ça comme étant une tendance qui pourrait nous impacter. OK. Mais on serait plus un consommateur de ce type de technologie-là plutôt qu'un créateur. Ouais. Encore là, ça deviendrait peut-être une des briques à assembler Ouais, dans le lot, exact. OK, très intéressant. Avais-tu d'autres questions? Non, mais je trouve ça intéressant, par exemple, d'avoir l'aspect de la personne qui va prendre vraiment la donnée, puis de la personne, de la compagnie qui va vraiment prendre la donnée, puis qui va la traiter, parce qu'à date, on a surtout eu des gens qui, justement, ils allaient chercher la donnée, ils faisaient la donnée. Là, c'est cool vous êtes quand même un peu unique comme J'aime voix. Ouais, quand même, c'est ça. Puis ça, souvent, c'est ce qu'on voit dans les shows de géomatique plus locaux. Ben, on est un peu à part des autres compagnies. Ouais, c'est ça, exact. Puis, parce que vous vendez pas une solution à proprement parler. Exact. Vous vendez pas non plus de l'acquisition, par exemple, ou j'allais dire des bebelles géomatiques, là, mais c'est non même péjoratif. Ouais, c'est non, mais... Vous vendez pas d'arpenteur. Vous vendez pas de GPS. Non, c'est exact. C'est ça. Fait que ça change un peu la donne. Par exemple, disons Rémi Pelletier, qui est notre directeur de service professionnel, qui vient de Consortec. Ouais, il a vécu un peu le changement de paradigme, là, mais je trouve tellement qu'il y a des... pas que l'arpentage et toute l'acquisition des données, c'est pas intéressant. Au contraire, je trouve ça... Puis il y a beaucoup de mouvements là-dedans. Les équipements physiques, il y a de plus en plus de facilité là-dedans. Par contre, nous, notre domaine, c'est vraiment plus dans une niche où on travaille moins avec des spécialistes en géomatique, mais plus avec des gens à faire qui ont besoin de régler un de leurs problèmes avec la géomatique. Puis souvent, on parle des compagnies d'assurance, ben ils ont un demi-géomaticien pour desservir, je sais pas, 30 000 personnes. Tu as dit le mot géomatique, c'est quoi ça? C'est vrai que souvent, ça, tu te rends compte, OK, ils ont vraiment pourtant un cas qui est tellement la modélisation du risque, c'est purement géospatial par nature. Mais le marché est venu du niveau statistique, puis tend tranquillement, pas vite, vers le... Diriez-vous que vous êtes des évangélistes par rapport à l'assurance? Oui, en fait, je dirais que on est probablement de moins en moins, parce que les gens commencent à être évangélisés, puis les gens commencent à comprendre la valeur, mais souvent, c'est quand même des changements de mentalité, comment changer un système sur le côté qui fait juste visualiser de la donnée géographique, c'est tel que tel. Aller changer complètement comment la cote de risque d'assurance, puis le prix qui va être chargé au client. Quand c'est quelque chose qui est vraiment au plein centre de la business, puis si ça marche plus, la business ne marche plus du tout. Ils sont plus capables de signer des contrats avec les clients. Ça amène vraiment un peu plus de travail d'évangélisation. Puis souvent, c'est plus long avant de les faire adopter. Puis c'est des trucs qu'on faisait, disons, aux États-Unis pour l'assurance, ben ça fait 10 ans de ça. Puis on commence à en faire au Canada. Okay. Fait que c'est quand même long avant d'avoir ces changements-là. Fait que oui, on essaye de promouvoir l'utilisation de géospatial dans ces domaines-là qui sont peut-être un peu plus lents à en profiter. Est-ce que une compagnie comme Corem, est-ce que
c'est unique en Amérique du Nord ou vous voyez des gens... Tu sais, avez-vous des compétiteurs qui jouent un peu dans vos tales aux États-Unis ou c'est vraiment quelque chose d'assez unique? Dans le fond, on a plusieurs compétiteurs qui couvrent une petite partie de notre offre. Ouais. Fait que par exemple, si on fait de l'accompagnement stratégique, il y a des McKinsey de ce monde qui vont avoir une petite pratique côté géospatial, peut-être pas grosse, mais c'est quand même la compagnie elle-même est très grosse. Versus en intégration de système, développement sur mesure, là, il y a les 3 lettres. Il y en a plusieurs. Par contre, eux aussi ont une petite, très grosse compagnie, petite pratique en géospatial. OK. Fait qu'on finit par avoir des compétiteurs qui couvrent une petite partie de notre offre. Okay. Mais souvent, eux sont affiliés à uniquement une technologie, mettons un fournisseur seulement, versus nous, on a plus de largeur au niveau des partenariats. Puis, on couvre vraiment du début jusqu'à la fin. Là, donc, conseil stratégique, l'aspect contractuel, vraiment. Après ça, tout ce qui est data analytics, développement personnalisé, jusqu'à service géré, comme on parlait tantôt. Fait que le tout, on est comme unique. Ouais. Puis, curieusement, on a posé la question à des analystes de marché, là, les Gartner de ce monde, qui confirment qu'on est unique dans ce modèle-là. Très cool. Fait que pour une petite compagnie québécoise, quand même, 85 personnes, c'est intéressant à entendre. Ben, c'est le fun. Puis le fait que vous soyez en croissance, ça montre aussi qu'il y a de l'appétit pour ce que vous offrez. Fait que, exact. Diriez-vous que vous êtes un peu dans votre Blue Ocean ou... Quand même, je dirais, on n'est définitivement pas dans du Red Ocean. Disons un bleu d'une certaine couleur. Mais puis quand on parlait, tu sais, le fardeau d'avoir autant de largeur, autant en termes d'offres, mais en termes de données, de technologie, c'est une des raisons pourquoi on doit grossir, dans le sens que une pratique cloud, tu as besoin d'avoir un minimum de grosseur. Une pratique de Advanced Analytics, tu as besoin d'avoir un minimum de grosseur. Conseil stratégique, donc être capable d'avoir toute cette connaissance-là regroupée, puis toutes ces offres-là, ça prend quand même une masse critique. Fait que si on était 50, on ne pourrait pas avoir le même modèle d'affaires. En fait, on a débuté vraiment le bout en bout quand on avait à peu près cette taille-là. Mais dans l'optique où, quand on serait vraiment rendu dans l'âge d'or de ce modèle d'affaires-là, on serait déjà rendu 85, 100, on s'en va assez rapidement. Vous voyez une progression aussi dans le nombre d'employés dans les années à venir? Tout à fait. Ouais, ça, le 100, c'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. OK. Donc, c'est cool. Quand même, ça amène beaucoup de bouleversements. Onboarder des nouveaux, avoir des stagiaires, tout à distance, ça a été un défi. Ça a été un bon défi. Puis on a vraiment changé la façon qu'on le faisait, mais on est rendu au-delà de la moitié des gens qui sont vraiment à distance en majorité. Ah ouais, OK. Il y a plusieurs, vraiment une grosse proportion de la compagnie qui ont débuté via le onboarding à distance. Vous suivez pas Elon Musk, là? Non, exact. Par contre, on encourage fortement la culture d'entreprise, savoir sur place. On force un peu la chose avec des 5 à 7. C'est ça. Mais définitivement pas. Puis il y a des choix de vie aussi. Là. C'est des gens qui veulent être un peu en banlieue, même en région. Ouais. On se couperait beaucoup de bons talents si on utilisait la technique Elon Musk. Ouais, c'est ça. Très cool. Hey, moi, je mettrais... on pourrait jaser longtemps, là, mais c'est sûr. Je mettrais fin au podcast, là. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci, c'était vraiment intéressant. Puis c'était éclairant aussi, je trouve. Ouais, c'était éclairant parce que, tu sais, Corem... dans le fond, c'est une compagnie qui fait beaucoup de choses. Puis comme il ne vend pas des bébelles, comme il dit... on a moins de visibilité locale des fois. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait,
tu l'as dit tout à l'heure, vous avez un marché de niche, fait que peut-être Ouais, pour monsieur, c'est madame, niché. tout le monde qui regarde ça, fait comme... OK, mais je pense qu'on a clarifié, en tout cas, je pense qu'on a clarifié pas mal, ce que vous faites, puis c'était super intéressant. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup d'être venu. Super intéressant pour moi aussi. Ouais, ben merci. Yep. Puis, merci de l'écoute. Jonathan, veux-tu remercier... je remercie l'Afrique, la francophonie, les étudiants, les profs, tout le monde. Si vous êtes intéressé à venir au podcast, venez nous voir. Lâchez-nous un petit crack. On est sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Si jamais vous avez un sujet en lien avec la géomatique qui est peut-être pas nécessairement dans le champ de la géomatique, lâchez-nous un coup de fil. On serait intéressé à avoir des gens en télédétection, géomorphologie, bathymétrie. Appelez-nous. Et si jamais vous êtes intéressé à commanditer le podcast, c'est possible. Donc, également, lâchez-nous un coup de fil. Ben, merci bien et à la prochaine.